Chers amis, bonjour. Dans la série des capsules des personnages historiques du nationalisme français, comment ne pas évoquer Charles Maurras? C'est la raison pour laquelle je vais vous lire l'article de Paul-André Delorme, extrait du Rivarol numéro 3470 du 5 mai 2021, en pages 10 et 11, intitulé Charles Maurras, le destin extraordinaire d'un géant. Charles-Marie Photius Maurras naît à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, le 20 avril 1868, de Jean-Aristide Maurras, percepteur, et de son épouse Marie-Pélagie Garnier, dont le père fut maire de Martigues. Le couple devait produire un second fils, Joseph, en 1872. Un premier fils était né en 1865, mais était décédé en 1867. Aristide se présente comme un libéral. Son épouse, au contraire, se signale par sa piété et son attachement aux traditions. Elle s'appliquera à donner à ses fils une éducation catholique. Le décès subit d'Aristide, emporté par une pneumonie en janvier 1874, l'oblige à de sérieuses économies. Et pour payer les études de ses enfants, elle doit louer la maison paternelle de Roquevert. Charles est élève du collège catholique d'Aix-en-Provence, où il se distingue notamment en latin. Il s'enthousiasme alors pour Musset et surtout Mistral. Une formation intellectuelle et morale forgée dans la souffrance. Mais à 15 ans, il devient sourd. L'origine du mal est restée méconnue. Il semble que le jeune garçon fut victime d'un cathare tubulaire ayant entraîné le blocage des os de l'oreille interne, assurant la transmission de l'ouïe. Telle est l'hypothèse en tout cas avancée par Yves Chiron dans La vie de Charles Maurras, Godefroy de Bouillon 1999. Yves Chiron affirme que ce cathare aurait été provoqué par des rhinites et des rhinopharyngites successives. Le plus navrant dans cette hypothèse vraisemblable réside en ceci que, de nos jours, ce mal peut être résorbé complètement par une parasynthèse chirurgicale qui ne dure qu'un quart d'heure. Hélas, la médecine de l'époque était impuissante à guérir une telle affection. On devine sans peine le désarroi de l'adolescent, désormais coupé du monde et privé de toute possibilité normale de communication orale. Sa volonté et le soutien des siens et de ses maîtres lui permettront cependant d'achever sa scolarité secondaire en 1885. Ce handicap a eu sa part dans la formation spirituelle et la carrière de Maurras. Il lui fait perdre la foi, notamment en lui faisant détester Pascal, dont la lecture incline l'esprit au dolorisme, au moment où lui, Maurras, s'efforce de lutter contre le mal qui l'affecte en se jetant à corps perdu dans la quête de la santé et de la joie de vivre. Le rejet de Pascal l'incite à se détourner de l'ascétisme chrétien et renforce son amour de la Grèce ancienne, païenne. Il se détourne du romantisme, centré sur la contemplation complaisante des maux personnels de ceux du monde et qui engendre la déréliction, la mélancolie, la propension à la déchéance et le culte mortifère de la décadence. Il se tournera également contre les symbolistes, lesquels s'enivrent de l'analyse infinie des assonances, dissonances, sonorités et jeux de mots et de langage pour en tirer des sensations esthétiques, déliquescentes, qui sont autant de délices et poisons. Classique d'éducation, il le sera désormais de conviction, et se fera le défenseur de la tradition littéraire et artistique. Il se consacre à la philosophie et découvre les grands Allemands, Kant, Fichte, Hegel, et sur le versant opposé, Schopenhauer et Nietzsche. Il lit Taine et Renan. Il découvre également le Danois Kierkegaard. Il convient de noter que s'il se détourne de la foi, il ne l'abandonne pas et ne devient pas athée, moins encore matérialiste. Il reste attaché à la piété reçue de sa mère
et son meilleur éducateur sera l'abbé Penon, professeur de théologie au Petit Séminaire d'Aix-en-Provence. En accentuant son goût pour la raison et l'ordre, le souci de surmonter son infirmité renforce en lui une orientation thomiste. Sur les conseils de l'abbé Penon, il monte à Paris avec sa mère et son frère pour effectuer des études supérieures de lettres. Mais sa surdité le rend inapte à l'audition des cours et au passage des examens. Il s'instruit alors en autodidacte aux bibliothèques Sainte-Geneviève et de l'Arsenal. Un catholique inclinant à l'agnosticisme. Tenté par le catholicisme social, il collabore à la Réforme sociale, revue de Frédéric Leplay, et il donne des articles aux Annales de la philosophie chrétienne. En décembre 1887, il entre au quotidien catholique L'Observateur français, dont il deviendra secrétaire de rédaction en octobre 1888. Il rédige aussi des comptes-rendus de livres pour le Polybiblion et la revue L'Instruction publique. À cette époque, malgré l'abbé Penon, ses convictions thomistes sont ébranlées par le rationalisme et le kantisme ambiant. La force de ces courants contribue à l'éloigner encore un peu plus de la foi catholique, et ses conversations avec les philosophes chrétiens Léon Aulé-Laprune et Maurice Blondel, qui proposent une conception intuitionniste et logique de la foi, ne parviennent pas à le ramener à celle-ci. Maurras glisse vers l'agnosticisme et, s'il s'éloigne de la foi catholique, il n'y reviendra jamais franchement, sauf sur son lit de mort, et ne retrouvera pas la piété de son enfance. Défenseur de la littérature provençale et du classicisme. Mais Maurras est avant tout un poète, et il porte en lui un amour passionné de sa Provence natale. Cette dernière, depuis le milieu du XIXe siècle, a sa littérature moderne, reconnue à Paris et dans le monde entier. Maurras rencontre alors à Paris des représentants du Félibrige, l'école littéraire provençale, fondée par Mistral, Aubanel, Roumanille et autres, et se lie ainsi avec Albert Tournier, Paul Arène et Frédéric Mistral lui-même. Mais son grand ami d'alors est Frédéric Amouretti, poète lui aussi, proche des Félibriges et, comme lui, défenseur de la langue et de la littérature provençale. Né à Toulon en 1863, Amouretti n'est donc pas provençal à la différence de Maurras. Une efflorescence de langues et littérature régionale et, au plan national, une langue et une littérature française classique imprégnées de belles lettres grecques et latines, tel est alors l'idéal esthétique et moral de Maurras. Aussi, tout en s'attachant à promouvoir le Félibrige, il participe en 1891 à la fondation de l'école romane de Jean Moréa, résolument néoclassique. De son vrai nom, Ioannis Papadiamantopoulos Jean Moréas, issu d'une famille d'Athènes, avait cependant été le rédacteur du Manifeste symboliste en 1886. Il restera, en dehors de Moréas lui-même, le représentant le plus fameux de cette école poétique, laquelle comptera aussi Ernest Reynaud, Maurice Duplessis et Raymond de la Télède, aujourd'hui totalement oublié. Provençal et néoclassique, tel apparaît Charles Maurras en 1891. Cependant, il se signale beaucoup plus comme critique littéraire que comme poète. Dans les revues qu'il accueille, il fait paraître des articles sur Aubanel, Moréas, la philosophie allemande, le nihilisme, les grands classiques grecs, Sophocle, qui, tous, assoient sa jeune réputation. Au plan purement littéraire, il se distingue plutôt comme conteur. Il publie dans diverses revues les 9 contes du Chemin de Paradis, qu'il réunit en un livre paru en 1895 et dont la signification restera très énigmatique. Mais c'est surtout sa pensée politique qui prend corps. Aux origines
d'une pensée politique anti-républicaine et monarchiste. De conditions bourgeoises, modestes certes, d'éducation catholique, d'une solide culture classique, Maurras ne pouvait guère s'éprendre des idées démocratiques et progressistes, surtout si elles procédaient d'une vision matérialiste de l'homme et du monde. Et de fait, il est plutôt conservateur. Autour de 1888-1890, il est dénué de convictions politiques précises. Il n'est pas anti-républicain, mais il n'aime pas la revendication ouverte par le régime de l'héritage des Lumières du XVIIIe siècle, de la Révolution française, et se hérisse de voir la classe politique au pouvoir se réclamer de Rousseau, de Kant, de Renouvier, du grand courant matérialiste et scientiste né sous le Second Empire de la libre pensée. Surtout, il subit fortement l'influence du renan de la réforme intellectuelle et morale de la France en 1871, qui condamne la Révolution et les idées démocratiques et égalitaires comme des erreurs fautrices de décadence et du thème des origines de la France contemporaine, 1878-1894, qui procède du même esprit et trouve les germes de la Révolution et de l'égalitarisme dans le rationalisme exclusif de type cartésien, la centralisation étatique de la monarchie absolue de Richelieu et Louis XIV. Sur ce point, Maurras finira plus tard par s'opposer à Athènes. Et bien entendu, la diffusion des idées des philosophes du siècle de Louis XV. La critique de la République et de la démocratie est alors courante, et bien des auteurs comme Brunetière, Faguet, Lemaître lui consacrent livres et articles. Maurras, lui, resté catholique, incline à un ordre politique et social chrétien, hiérarchisé, non démocratique, et par ailleurs largement décentralisé et d'organisation économiste corporatiste. Ses maîtres à penser sont alors saint Thomas d'Aquin, en théologie et morale, Joseph de Maistre et Louis de Bonald en philosophie, et Frédéric Leplay et René de la Tour du Pin en économie. C'est dire qu'il est déjà très proche de l'idéal d'une monarchie chrétienne non parlementaire, décentralisée, corporative, telle que l'a souhaitait Bonald, Blanc de Saint-Bonnet, Villeneuve-Bargemont et autres. Mais Maurras, né en 1868, est de son temps, et à ses auteurs catholiques et monarchistes, il ajoute des références à des penseurs modernes rationalistes, imprégnés des idées des Lumières du XVIIIe siècle et des courants scientistes et matérialistes du XIXe siècle. Il découvre ainsi l'intérêt de la philosophie d'Auguste Comte pour la reconstitution d'un ordre politique et social solide et stable, et de la science pour infirmer les élucubrations idéologiques des tenants de la démocratie égalitaire. Et cela le distinguera de tous ses prédécesseurs monarchistes et catholiques. À partir de 1895, Maurras collabore aux deux grands quotidiens monarchistes, Le Soleil et La Gazette de France, laquelle le charge d'un grand reportage sur les premiers Jeux olympiques contemporains à Athènes en 1896. Ces lectures et les exemples, d'ailleurs différents de l'Allemagne et de l'Angleterre, le persuadent de la supériorité de la monarchie sur la démocratie. Le lancement et le développement de l'action française et de sa doctrine. L'éclatement de l'affaire Dreyfus en janvier 1898 va précipiter son évolution. D'emblée, Maurras va s'engager dans le camp anti-dreyfusard. À son esprit, en effet, l'armée reste la seule institution capable d'assurer la pérennité de la nation, minée par les fausses valeurs démocratiques et en proie à un constant affaiblissement dans un monde livré à la compétition des peuples, notamment face à l'Allemagne, sur laquelle elle a une revanche sacrée à prendre. La mettre en question revient donc à affaiblir encore le pays et s'apparente à une trahison. En janvier 1899, Maurras rencontre le Comité d'action française,
qu'ont fondé moins d'un an plus tôt, en avril 1898, les jeunes Léon Vaugeois, professeur de philosophie, et Maurice Pujolt, journaliste. Ce comité se veut nationaliste, mais républicain, inscrit dans le sillage de la Révolution française, mais soucieux d'y faire prévaloir le patriotisme sur l'utopie égalitaire. S'y introduisant, Maurras prend assez vite l'ascendant sur le groupe. Il s'emploie à le convertir à la cause monarchiste et fait naître officiellement le mouvement de l'Action française lors d'une conférence donnée rue d'Athènes, à Paris. Il dote le mouvement d'une revue hebdomadaire, la Revue d'Action française, lancée en juillet 1899. Son autorité naturelle, sa supériorité évidente dans l'argumentation et la controverse, sa capacité de séduction, expliquent son succès. Le mouvement connaît un fulgurant essor. Il attire la jeunesse des lycées et des facultés et une large fraction de l'intelligentsia. Maurras s'attache à en faire à la fois une organisation politique, une école littéraire et un centre intellectuel de haut niveau. En 1905, il fonde la Ligue d'Action française, dont il confie la présidence à Henri Vaugeois et le secrétariat général à Léon de Montesquiou, jeune et brillant écrivain politique. En 1906, il crée avec Léon de Montesquiou et Louis Dimier l'Institut d'Action française, imité des facultés et pourvu de chaires. En 1908, il lance avec Vaugeois et Pujolt les Camelots du Roi, vendeurs à la criée et hommes de main, dirigés par le jeune sculpteur Maxime Réal d'Elsart. L'Action française devient ainsi très vite, tant en politique qu'au plan intellectuel, une institution incontournable, dont le rayonnement est considérable sur la jeunesse, l'intelligentsia, la bourgeoisie cultivée et les classes moyennes. En revanche, elle ne gagnera pas à elle la classe ouvrière, et les tentatives faites par certains de ses partisans pour séduire cette dernière, la création d'un éphémère cercle Proudhon en 1911, resteront infructueuses et susciteront la défiance de Maurras. Si elle séduit la jeunesse, elle reçoit aussi le soutien fervent d'écrivains et érudits d'âge mûr, tels Paul Bourget, Gustave Fagnaise, Auguste Longnon, Franz Funk Brentano et Hubert Bourgin. Les ressources financières ne lui manquent pas, abondées par de grands bourgeois, des aristocrates et des adhérents. Par ailleurs, Maurras reçoit l'appui du prétendant à la couronne de France, Philippe d'Orléans, et de ses principaux conseillers, Eugène de Lure-Salus et André Buffet. En 1908, il fait de la Revue d'Action française un quotidien, l'Action française. Maurras, à partir de 1898, cesse d'être seulement un poète néoclassique, un merveilleux conteur et un brillant critique, et se mue en un théoricien politique. Conscient de ce que les échecs récents du nationalisme tiennent au flou, à la superficialité et à la confusion de ses idées, il s'emploie à le doter d'un corpus doctrinal cohérent et d'une parfaite rigueur intellectuelle. À cette fin, il va multiplier les articles et les essais. Plusieurs de ses plus grands livres datent de cette période. L'idée de la décentralisation, en 1898, Trois idées politiques, Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve, toujours en 1898, Les Amants de Venise, George Sand et Musset, en 1902, L'avenir de l'intelligence, en 1905, Kiel et Tanger, 1910, La politique religieuse, en 1912, L'Action française et la religion catholique, en 1913. Maurras devient graduellement un chef politique, un maître à penser, pour une grande partie de la jeunesse, des milieux intellectuels et de la bourgeoisie cultivée. Dans les bureaux de l'Action française, rue de Rome, les locaux de l'Institut d'Action française et jusqu'à son domicile personnel de la rue de Verneuil, Maurras est entouré d'une équipe de brillants collaborateurs et amis dévoués. Henri Vaugeois, Maurice Pujolt, Léon Daudet, Louis Dimier, Pierre Lasserre,
Antoine Schwerer, Marie de Roux, Léon de Montesquieu, Jacques Bainville, Bernard de Vezin et le jeune Maxime Réal d'Elsart. Sa doctrine se présente comme celle du nationalisme intégral, suivant son propre terme. Nous l'exposerons précisément dans un prochain article fin mai, et nous nous bornerons présentement à un résumé des axes forts: défense exclusive des intérêts de la France, adoption de la monarchie comme le régime le plus adapté à ce but, récusation des legs de la Révolution, des idéaux libéraux, démocratiques et égalitaires, source de décadence, reconnaissance du catholicisme en raison de son rôle civilisateur et de cohésion morale et sociale, idéal esthétique classique inspiré de la Grèce antique et du XVIIe siècle, rejet du romantisme et des influences philosophiques germaniques inadéquates au caractère national français et donc porteur de germes de décomposition, à commencer par les domaines de l'esprit et des mœurs, défiance systématique à l'égard des corps étrangers installés en France et inassimilables, les juifs et les métèques, ou délibérément destructeurs, les protestants, les francs-maçons. En matière économique et sociale, Maurras se situe dans le sillage de Leplay et la Tour du Pin, et se montre favorable à un régime corporatif, tout en restant favorable à la libre entreprise. Assez hostile au capitalisme moderne, ultralibéral, il l'est encore davantage à l'égard du socialisme. Maurras se place sous le patronage des penseurs contre-révolutionnaires, Mestre, Bonald, Blanc de Saint-Bonnet. Mais quoique attaché culturellement au catholicisme de son enfance, il ne partage pas leur foi et incline vers une forme d'agnosticisme. Du reste, résolument rationaliste, il professe un royalisme de raison, non de sentiment, et prétend fonder sa préférence monarchique sur des critères objectifs, ce qui était déjà le cas des membres de la jeunesse royaliste de France durant les années 1888-1898. En cela, il reste tributaire du scientisme et du positivisme. Il subit d'ailleurs, nous l'avons dit, l'influence de Comte, dont il retient la mise en ordre de la connaissance par la classification rationnelle des sciences, l'idée d'une complémentarité et d'une interférence dialectique permanente entre ces dernières, leur subsomption, dans la sociologie et la morale, la finalité éthique du savoir et une utilisation judicieuse et non exclusivement mathématique de la méthode déductive. Cela dit, il récuse la loi des 3 états successifs des sociétés et des civilisations. Il la récuse dans la mesure où, en l'occurrence, il n'existe pas d'antécédents ni de conséquents identifiables et évidents, condition nécessaire à l'établissement d'une loi scientifique. Plus important, il récuse le rejet par Comte de la notion de cause. Pour Comte, comme pour Hume, les lois scientifiques n'énoncent que des successions de phénomènes sans lien causal. La notion de cause est antiscientifique selon lui. Cette synthèse hardie du comtisme et de l'idéal monarchique, traditionnellement fondé sur la religion, ce nationalisme monarchiste, rationaliste et non religieux, réconciliera la cause du roi avec beaucoup de nationalistes d'esprit laïque, mais mettra Maurras dans une position ambiguë vis-à-vis de l'Église, au sein de laquelle il comptera autant d'adversaires que de partisans. De 1900 à 1903, Maurras fait paraître sa grande enquête sur la monarchie dans les colonnes de son journal et sous forme de livre, œuvre destinée à montrer la supériorité de l'institution monarchique. Il part résolument à l'assaut de la République. S'ouvre alors l'époque des grands articles contre le régime, des grands livres que nous citions plus haut, et des grandes manifestations des étudiants d'Action française et des camelots du roi, qui fessent Talamas et autres intellectuels républicains et font le coup de poing contre les socialistes. De l'union sacrée à la critique exacerbée du régime. Durant la Grande Guerre, Maurras se montre un partisan convaincu de l'union sacrée de tout le pays
Et à partir de 1917, il soutient sans faillir le gouvernement de Clémenceau. Cela ne va d'ailleurs pas sans heurts. Critiquant les notables de l'industrie et de la politique, suspect de rechercher une politique d'apaisement, Maurras déclenche de multiples perquisitions à l'Action française et à son domicile. Son patriotisme suscitera la reconnaissance admirative du pouvoir républicain, pourtant son ennemi. Et après 1918, son prestige est considérable. Maurras réalise un véritable consensus autour de lui. Les notables du régime eux-mêmes lui témoignent du respect. En outre, il continue de briller de son éclat d'écrivain. Il continue son œuvre de critique littéraire et d'essayiste. 3 études, Verlaine, Brunetière, Barrès, en 1913. Repris et approfondi dans Poète, en 1923. L'étang de Berre, 1915. Le Conseil de Dante, en 1920. Romantisme et Révolution, en 1922. L'Allée des philosophes, en 1923. Paysages et cités de Provence, 1933. Louis XIV et la France, essai sur la grandeur qui dure, en 1935. Les vergers sur la mer, Attique, Italie, Provence. De poètes, Inscription, 1922. La musique intérieure, 1925. Le 1er mars 1925, il est élu par la société littéraire La Plume, prince des écrivains, succédant à Anatole France. Cependant, l'activité de publiciste prévaut sur toutes les autres. Maurras publie d'innombrables articles quotidiens sur l'actualité politique, ainsi que de multiples ouvrages dans le même registre. Les 3 aspects du président Wilson, la neutralité, l'intervention, l'armistice en 1920, les pièces d'un procès, l'Action française et le Vatican en 1927, la politique du Vatican, Sous la Terreur 1928, de Démos à César en 1930, Mes idées politiques en 1937. Maurras critique le traité de Versailles, 28 juin 1919, car il juge le maintien de l'unité allemande et la non-occupation de la Rhénanie contraires aux intérêts français. Il attaque également la théorie du droit des peuples de Wilson, irréaliste, le pacifisme de Briand, utopique, et il prévoit la reconstitution de la puissance de l'Allemagne qui, revancharde, revendiquera la Prusse orientale et les territoires d'autres pays peuplés d'Allemands. Le déclin de l'Action française. Il multiplie aussi les diatribes contre le régime. Mais sur ce terrain, l'Action française est peu à peu dépassée par des mouvements nationalistes de type plébiscitaire, Jeunesse patriote, Croix de Feu, ou fasciste, le Faisceau, le parti fasciste, franciste. Malgré son prestige, Maurras voit beaucoup de ses jeunes disciples, Brasillac, Rebatté, Maxence, se détourner de lui, jugeant ses idées obsolètes et déplorant son absence de perspective pour la quête du pouvoir et évoluer vers le fascisme. Maurras perd d'ailleurs certains de ses soutiens traditionnels. Les catholiques se montrent de plus en plus critiques à son égard, tant en raison de son agnosticisme et de sa vision très hétérodoxe du christianisme que de sa véhémence. Le Vatican, qui avait renoncé de justesse à frapper d'interdit l'Action française en 1914, condamne cette dernière ainsi que 5 livres de Maurras, jugés naturalistes et paganisants, le 29 décembre 1926. Cette décision, qui ne sera levée que le 5 juillet 1939, éloigne de l'Action française nombre de catholiques. Du reste, beaucoup de ces derniers sont de plus en plus tentés par la démocratie chrétienne. Maurras perd également le soutien de la Maison d'Orléans. À partir de 1933, le duc de Guise le désavoue et soustrait la cause monarchiste à son influence. Par ailleurs, la violence de ses attaques contre le régime lui vaut des représailles de la part de ce dernier, qui jusqu'alors le ménageait plus ou moins, en raison de son prestige et de son patriotisme durant la Grande Guerre. La Ligue d'Action française, les Camelots du Roi et la Fédération des étudiants d'Action française sont dissous,
en février 1936. Maurras lui-même, accusé de provocation à la sédition et au meurtre, est condamné à 8 mois de détention qu'il purge à la santé, du 20 octobre 1936 au 8 juillet 1937. En un article du 9 avril 1936, traitant Blum de détritus humain, il avait conclu « C'est un homme à fusiller, mais dans le dos ». L'équipe initiale de l'Action française vieillit sans être remplacée par une autre plus jeune. Marius Plateau, le seul homme d'envergure qui aurait pu devenir le nouveau jeune chef de l'Action française, il était né en 1886, meurt assassiné le 23 janvier 1923. Maurras se révèle incapable d'assurer le renouvellement des hommes, des idées et des pratiques qui s'imposaient pourtant pour rester en phase avec le monde des années 30. Pourtant, il jouit encore d'une aura extraordinaire. Durant sa captivité, il reçoit le soutien de nombreux ecclésiastiques, d'une centaine de parlementaires et d'innombrables partisans. Et, le 8 juillet 1937, il est salué à sa libération au Vélodrome d'Hiver par une foule de 60 000 personnes et diverses personnalités, dont la maréchale Joffre. Et le 9 juin 1938, il est élu à l'Académie française. Et ce, malgré l'opposition active de Mauriac. Reçu sous la coupole le 8 juin 1939, il ne sera cependant pas reçu à l'Élysée, contrairement à la coutume. À l'opposé de ses jeunes disciples qui l'abandonnent, Maurras reste un nationaliste français étranger au fascisme mussolinien et profondément hostile au nazisme, ne serait-ce que parce qu'il émane d'une Allemagne, selon lui, ennemie naturelle de la France. Maréchaliste et opposé à la résistance, mais hostile à la collaboration. En juin 1940, il approuve l'armistice, selon lui incontournable, et se rallie au maréchal Pétain. Il ne plébiscite cependant pas l'État français, qu'il considère plutôt comme un régime temporaire, rendu nécessaire par les circonstances. Reçu par le maréchal, auquel il recommande de s'appuyer sur un bon corps d'officiers et un bon clergé, il ne devient cependant pas le doctrinaire du nouveau régime. Ce dernier évolue très vite vers une collaboration toujours plus poussée avec l'occupant, ce que Maurras réprouve de tout son cœur et de toute son âme. Lui entend maintenir la France sur une ligne de crête, refusant la collaboration et la résistance. Celle-ci lui semble irréaliste et il ne cessera de vitupérer contre De Gaulle, la France libre et les résistants de l'intérieur. Mais il fustigera aussi les collaborationnistes groupés autour de Doriot, Déat et de ses anciens jeunes disciples, les Brasillac et autres. Il ne cessera de haïr les Allemands, qui le lui rendront bien. Les locaux de l'Action française sont saccagés en 1940 et seront perquisitionnés à plusieurs reprises. Son domicile sera fouillé et saccagé. Cette neutralité de Vichy, souhaitée par Maurras, se révélera à certains égards irréaliste, en un temps où le choix s'impose, et alors que la France de Pétain se trouvera de plus en plus entraînée dans le sillage de l'Allemagne. Les militants d'Action française se diviseront d'ailleurs entre résistants, d'Estienne d'Orve, Daniel Cordier, Jacques Renouvin, et collaborateurs. Maurras et son équipe seront isolés, et d'ailleurs leur journal, replié à Lyon, ne comprendra plus que 4, puis 2 feuilles, faute de moyens. Maurras reste si patriote que lorsqu'il apprend la libération de Paris, en août 1944, il laisse éclater sa joie et arrose l'événement. La condamnation et la captivité. Mais son soutien à Pétain, ses attaques contre De Gaulle et les résistants, le font apparaître comme le collaborateur que pourtant il n'a jamais été. Arrêté le 13 septembre 1944, il sera jugé par la cour d'assises du Rhône du 24 au 28 janvier 1945 et condamné à la prison à vie pour intelligence avec l'ennemi. Accusation aberrante dans son cas. Maurice Pujolt, lui, sera condamné à 5 ans de prison. Détenu à Clairvaux,
Maurras bénéficiera d'une grâce médicale le 21 mars 1952. Il s'éteindra à la clinique de Saint-Symphorien-les-Tours, en Indre-et-Loire, le 16 novembre de la même année. Pendant ces années de détention, il ne cessa de publier. Citons, pour un réveil français, L'ordre et le désordre, réflexion sur la Révolution de 1789, écrit en 1948, un conte, Le Mont de Saturne en 1950, et un recueil de poèmes, La Balance intérieure, 1952, entre autres. Un article de Paul-André Delorme, que vous retrouverez pour une suite de la biographie de Charles Maurras prochainement. En tout cas, cet article était issu du Rivarol numéro 3470 du 5 mai 2021. Chers amis, à bientôt.